Voyez-vous. Alain Badiou, c'est ce que nous avons trouvé de moins mauvais pour choisir nos dirigeants. Oh, la théorie du moins mauvais, ça, vous savez, la théorie du moins mauvais ne peut pas impressionner le philosophe que je suis. Hein. Elle a beaucoup servi pour justifier le pire, le moins pire par rapport au plus pire, par exemple. C'est Churchill qui a inventé cette histoire, qui a consisté à dire que la démocratie, c'était le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Il avait raison? Eh ben non, il n'avait pas forcément raison. Pourquoi aurait-il eu raison? Parce que sous la démocratie, on peut vivre. Mais il se peut que le meilleur régime politique soit à venir, qu'il dépende d'une invention de l'humanité. Après tout, vous savez, pendant des millénaires, ce à quoi nous assistions, c'était à des théocraties, à des régimes extraordinairement tyranniques et oppressifs. Ils ont duré bien plus longtemps que votre démocratie, bien plus longtemps. Donc cette démocratie, c'est peut-être tout simplement une sorte de petit intervalle dans l'histoire. Surtout que elle ne marche que là où le capitalisme est déchaîné. Hein. Ça, c'est un fait. Hein. Le régime parlementaire démocratique, je le constate, c'est un fait. Il n'existe comme régime installé, consensuel, conséquent, que là où l'économie capitaliste s'est développée. Et quand l'économie capitaliste commence à flancher, ce type de représentation politique se sent aussi un peu malade, n'est-ce pas ? C'est là où on en vient au cœur de votre pensée. Un tout petit moment d'explication. Vous êtes, Alain Badiou, un de ceux qui avaient revendiqué le mot communisme, alors même que les régimes communistes ou étiquetés communistes étaient effondrés. Vous aspirez à un régime politique qui serait placé sous le signe de l'égalité. Tout votre livre, toute la République de Platon, tourne autour de cette idée. La cité idéale, c'est la cité de l'égalité, la cité de l'idée juste, donc du communisme. Et quand vous nous dites, pour moi, le capitalisme, c'est l'équivalent de la démocratie, là est la racine de votre rejet de la démocratie, je ne vous trahis pas. De cette démocratie-là, parce que je n'accepterai pas de dire que je rejette la démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure d'une illusion démocratique, mais la démocratie que nous connaissons aujourd'hui, c'est elle qui est l'illusion démocratique. Parce que personne, dans le débat politique français ou étranger, dans les pays démocratiques, ne veut abolir le capitalisme, c'est ça le sujet. C'est pas exactement ça, c'est un petit peu plus précis. C'est parce que les différents gestionnaires possibles de notre société sont des gens qui, de toute façon, admettent pour l'essentiel l'ordre établi. Ça, il faut en convenir. D'ailleurs, s'ils n'admettaient pas les uns et les autres l'ordre établi, ils n'accepteraient pas de se succéder comme ils le font. Il faut bien que tel candidat ne soit pas extraordinairement différent de tel autre pour qu'ils puissent alterner le mouvement des affaires restant à peu près le même, après tout. Hein. Donc il y a un consensus fondamental qui fonde ce que vous appelez, vous, la démocratie, qui est une démocratie tout à fait normée, tout à fait particulière, et qui repose sur des acceptations fondamentales premières. Voilà. Et donc je soutiens que nous ne vivons pas du tout dans la démocratie. Nous vivons en réalité en oligarchie. Voilà. Nous sommes dominés par une oligarchie financière, politique et médiatique. Tout le monde le sait d'ailleurs. Tout le monde voit parfaitement qu'il faut absolument maintenir ce système pour maintenir le système politique lui-même. Ce que je voudrais comprendre, Alain Badiou, si nos élections démocratiques sont un leurre et le paravent de l'oligarchie, alors dans votre société idéale communiste, qui choisirait les dirigeants? Platon, donc vous, expliquez ensemble que la cité idéale, c'est celle qui est gouvernée par l'idée, par le vrai, par la raison, donc par les philosophes. Est-ce qu'à ce titre, la cité idéale, c'est celle que Badiou gouverne? Bon, écoutez, je ne veux pas renoncer à cet éloge. Hein. C'était une question. Je ne suis candidat à rien, mais enfin, si vous voulez absolument que je le sois, je peux me présenter au suffrage. Non. Et hors de la boutade, qui gouverne dans la cité juste, dans la cité idéale? Eh bien, qui gouverne normalement dans la cité juste, dans la cité idéale, c'est précisément tout le monde. C'est la démocratie véritable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État séparé de l'ensemble des gens. Voilà, c'est ça la cité idéale. La cité idéale, c'est la grande idée communiste de Marx lui-même, qui est un peu oubliée, mais que je voudrais rappeler. C'est le dépérissement de l'État. C'est l'idée que l'existence d'une machine d'État oppressive, séparée, qui doit être perpétuellement validée par des élections, etc., c'est une affaire vieillie, c'est une affaire qu'il faut dépasser absolument, au nom de ce que Marx lui-même appelait un régime d'association, la capacité pour tout le monde de s'occuper de ses propres affaires. Ce qui est intéressant, et c'est là où, quand vous parliez de l'idée de Marx et de l'idée de l'association, vous êtes un fervent admirateur de ce qu'on appelait les révolutions arabes, fervent admirateur également de ce qu'on appelait le mouvement des indignés.
Et ce qui est très intéressant, c'est que votre critique sur les révolutions arabes commence au moment où elles se transforment en processus démocratique électoral avec des élections. Oh ben c'est pas ma critique à moi, c'est d'abord la critique de tous ceux qui ont participé au mouvement dans les pays arabes. Ils ont été légèrement surpris et déconcertés par le résultat des élections. Mais le principe même Comme des moi, élections... je l'ai été en mai 68. Eux aussi, ils disent élections piège à con maintenant, maintenant qu'ils ont les partis islamistes dits modérés sur le dos. C'est comme si, après une révolution, une tempête révolutionnaire démocratique extraordinaire, on vous présentait un massif parti démocrate chrétien comme le vainqueur des élections. Ben, vous seriez un peu étonné tout de même, C'est bien la preuve qu'il y a deux sens du mot démocratie qui ne sont pas du tout homogènes. Sauf que la revendication, Alain Badiou, la revendication du peuple contre les dictateurs, c'était de pouvoir voter. Bon, ça, la revendication du peuple contre les dictateurs, c'était que les dictateurs s'en aillent. C'était leur revendication unanime. Sur la question du vote, il y a eu d'innombrables débats. Comment, quand, dans quelles conditions? Ces débats ont souvent été tranchés par des autorités extérieures au mouvement populaire lui-même. En Égypte, par exemple, ils ont été largement tranchés par l'armée. Autant dire par ce qui restait du régime d'avant. Parce que la révolution a été volée par l'armée. Mais les Tunisiens, par exemple, souhaitaient élire leurs dirigeants. De quel droit les en empêcher? Mais je ne veux pas. Vous croyez que j'empêche quoi que ce soit? Alors de quel droit regarder de haut leur choix? Eh bien, je ne regarde pas du haut le choix. Je dis au contraire que, à partir du moment où on accepte la procédure électorale, il faut accepter son résultat. J'ai en particulier été extrêmement étonné de toute une série de commentateurs qui étaient particulièrement enthousiastes du mouvement comme mouvement démocratique, c'est-à-dire comme mouvement destiné à ce qu'il y ait des élections. Et puis ensuite, ils n'ont pas été contents du résultat des élections. Ils ont dit, les élections, ils ont voté des islamistes, etc., etc. Non, ou bien on est pour les élections, et alors on en accepte le résultat avec faveur, ou bien on considère que les élections peuvent être non seulement un instrument non démocratique, mais un instrument de répression du mouvement démocratique. C'est absolument flagrant. Quand les révoltés de mai 68 ont dit élections piège à con, ils ont parfaitement vu que les élections allaient servir à enterrer le mouvement, et non pas du tout à le porter au nu. Largement dans les pays arabes, c'est ce qui s'est passé. Mais si un mouvement est minoritaire, Alain Badiou, quelle est sa légitimité à conduire un pays? Justement, c'est tout le point de vue, c'est toute la question. C'est toute la question. Pour un philosophe, la question de ce qui est vrai, ou juste, ou bien, ne peut pas être une question de nombre. Les peuples peuvent se tromper, ils peuvent élire des Pétains, ils peuvent élire des Franco, ils peuvent élire des tyrans, ils peuvent élire... et par conséquent, il n'y a aucune relation mécanique entre l'idée de la majorité numérique et l'idée de ce qui est vrai et juste en politique. C'est l'évidence, on peut citer 1000 exemples de ce genre. Mais qui est l'arbitre du juste si ce n'est pas le peuple dans des élections telles qu'on les connaît, telles qu'on les a définies? Mais l'arbitre du juste, ce sont des événements, ce sont des mouvements, ce sont des réalités effectives qui sont populaires. Vous comprenez? Démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple. Mais je reviens sur ce point dans notre régime. Quel est le pouvoir du peuple? En quoi le peuple participe-t-il aux décisions les plus fondamentales? Les décisions de politique étrangère, les décisions concernant le statut des banques, les décisions concernant l'économie et ses orientations. Ces représentants dans l'Assemblée participent à ces décisions. Le représentant fait partie d'une classe politique qui fait partie d'une oligarchie générale. Il connaît les réalités, comme il dira toujours. Quand on veut dominer un peuple, on commence par lui dire, vous savez, il y a les réalités. Les réalités, ce sont celles du consensus politique existant, c'est tout. Et il doit les accepter, il doit se plier à ces réalités. Je peux avoir un certain nombre de besoins, de revendications. Si je vous suis, et si je suis partisan d'un changement radical de la société, alors il ne me reste que la violence ou l'abstention dans un phalanstère que je construirai loin du monde. Mais non, c'est de la polémique, ça. C'est de la polémique, dire qu'on est acculé au choix entre violence ou phalanstère. Pas du tout. Si le vote ne sert à rien avec l'ensemble de mes concitoyens, que me reste-t-il? Mais la politique, ça consiste à organiser directement, à s'organiser soi-même d'abord et à s'organiser directement avec des gens. Les grands mouvements politiques novateurs n'ont pas commencé par les élections. Parce que d'où ils viennent, les candidats aux élections? Ils viennent de vieux mouvements politiques ancestraux qui ont été faits par des militants politiques et pas par des électeurs. Donc la question de la politique, c'est la question de ces militants. C'est la question de ceux qui proposent et sont actifs au nom de la représentation qu'ils se font de ce que la société doit devenir. Et c'est pas des gens qui vont mettre en rampant dans un isoloir, ça c'est formidable comme mot, l'isoloir. La politique c'est être tous ensemble, mais là c'est l'isoloir. Alors qu'ils vont mettre dans un isoloir un petit papier. Alors mettez-le si vous voulez, votre papier, mais venez pas après pleurer concernant les déceptions graves qui vont être les vôtres. Est-ce que vous réalisez juste, Alain Badiou,
vous avez de la culture, vous avez de l'humour, que votre manière de parler pourrait être ressentie comme une insulte par des gens qui se sont fait tuer pour le droit de vote en 1848, en 1870. Des gens y croyaient à ces choses-là. Ils sont morts pour avoir le droit de voter. Mais évidemment, et je considère que le droit de vote a été, dans l'histoire des idées politiques, une conquête. Mais comme toute chose, les conquêtes, il faut en faire de nouvelles. Donc aujourd'hui, notre problème, c'est pas le droit de vote. Nous votons tout le temps. Nous votons tout le temps, même dans l'université, on est lié à un conseil, dans les hôpitaux, on est lié à une commission médicale. Nous passons notre temps à voter. Donc notre question n'est pas la question du droit de vote, évidemment. Nous savons maintenant, depuis un bon siècle, ce que le droit de vote est capable de donner. Et ce que le droit de vote est capable de donner, c'est de toute évidence, sur les questions sociales, économiques et fondamentales, un conservatisme inébranlable. D'autant plus inébranlable qu'il est périodiquement légitimé par le scrutin. Alors nous devons maintenant aller au-delà de ça, c'est tout. Ça n'est pas contre la conquête du droit de vote par ceux qui, en effet, ont été obligés de pratiquer des émeutes révolutionnaires pour avoir le droit de voter. Est-ce que c'est un retour à la politique, pour que je comprenne bien? Est-ce que c'est un retour au premier sens de la politique, ce que vous souhaitez? Vous appelez ça la République de Platon, j'imagine le mot politique est au cœur de ce débat. Est-ce que c'est ça que vous voulez qu'on revienne, à ça? Je pense qu'on doit revenir, en effet, aujourd'hui, largement au sens premier ou originaire des mots. Je le pense pour politique, vous avez parfaitement raison. Politique, c'est-à-dire association et action collective de ceux qui appartiennent à la même cité. Je le pense pour démocratie, parce que démocratie dit beaucoup plus et doit dire beaucoup plus que la forme parlementaire de l'État telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je le pense aussi pour communisme, parce que communisme est aussi un mot dont la signification première a été défigurée par les expériences du XXe siècle. Je suis le premier à le reconnaître et à le dire, et je pense qu'il faut revenir à cette signification première. Alain Badiou, vous avez cité plusieurs fois les indignés. Tony Gatliff, qui vous a précédé, a été frappé en allant les filmer par une chose, qu'il n'y avait pas de porte-parole du mouvement. Ça veut dire qu'au fond, les indignés, c'est la cité idéale, tout le monde gouverne? Je ne pense pas tout à fait. Je pense que c'est une caractéristique absolument générale des mouvements de masse. Les vrais mouvements de masse se reconnaissent au fait qu'ils ne sont pas dirigés par des partis, ils ont une spontanéité très grande, ils rassemblent des gens tout à fait disparates, mais nous le voyons bien. Le mouvement de masse n'est qu'une des possibilités du changement politique. Nous le voyons précisément parce qu'à partir du moment où la question du pouvoir entre en jeu, il y a une tension très grande entre les aspirations spontanées du mouvement et la forme du pouvoir. Sans compter que, je le rappelle toujours, et vous en avez fait une objection qu'on peut en effet entendre, n'oublions jamais que jusqu'à présent dans l'histoire, les grands mouvements démocratiques véritables, les mouvements démocratiques populaires, ont toujours été minoritaires, ont toujours été largement minoritaires. Par exemple, toute la presse disait, quand il y avait le mouvement sur la place Tahrir, toute la presse disait l'Égypte est là. D'ailleurs, les manifestants eux-mêmes disaient nous sommes l'Égypte. Enfin, ils étaient une minorité d'Égyptiens. À supposer même qu'ils aient été 1 million ou 2 millions, ce qui était énorme, il restait une toute petite minorité du peuple égyptien. Or, c'était eux ils avaient raison de dire qu'ils étaient l'Égypte. L'Égypte, c'était plus Moubarak, c'était plus la clique au pouvoir. L'Égypte, dans le moment même, c'était eux. Le problème était qu'il reste l'Égypte. Et ça, c'est une autre paire de manches. Au mois d'avril, puis au mois de mai, est-ce que le philosophe Alain Badiou viendra voter avec le reste de son peuple? Non, je ne voterai certainement pas. Vous ne voterez pas? Je ne voterai pas. Non seulement je ne voterai pas, mais je ferai mon devoir de citoyen en publiant un livre, un petit livre, expliquant pourquoi il est inutile et éventuellement nuisible d'aller voter. Petit livre que je recommande évidemment à tout le monde ici, et dont j'espère, vu sa taille, qu'il peut même être lu par quelqu'un dans le métro lorsqu'il se rend au bulletin de vote, et que l'ayant lu dans le temps du trajet, il renoncera à entrer dans l'isoloir. Alain Badiou, j'ai juste une question à vous poser qui me turlupine depuis des années, et puisque vous êtes là, je vais vous la poser. Je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose sur un article, puisque vous avez parlé du communisme, de 79, consacré au Khmer Rouge dans le monde, où vous écrivez, alors qu'on sait, entre 75 et 79, il y a 2 millions de morts au Cambodge, et vous écrivez à la une du Monde, Kampuchéa vaincra, alors qu'on sait qu'il y a des millions de morts, des enfants torturés. Est-ce que, je crois que c'est 33 ans après, est-ce que vous regrettez cet article? Oui, je le regrette. Je le regrette, et j'ai l'occasion de le dire ici publiquement, je le regrette. Et je m'intéresse beaucoup aux raisons pour lesquelles je l'ai écrit.
Ça ne me suffit pas de regretter. Regretter, on peut toujours le faire. Je m'intéresse à la question de savoir pourquoi je l'ai écrit. Et je l'ai écrit, je pense, et c'est une des raisons de ma méditation politique contemporaine, je l'ai écrit parce que j'avais été enthousiasmé par la victoire des Khmers rouges en 75. J'ai pas été le seul. Lisez même les premières pages du Monde à cette époque-là. Il y a eu un enthousiasme pour cette victoire. Et j'ai voulu garder en moi cet enthousiasme, contre sans doute le réseau des informations disponibles. Et ça m'a amené à une méditation très importante, je crois, sur la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une victoire. Il y avait victoire. Et pourquoi nous étions enthousiastes? Parce que c'était la victoire d'un tout petit peuple contre l'énorme armée américaine. Et c'était donc la validation d'un énoncé fameux de Mao qui était qu'un petit peuple, s'il est uni, peut venir à bout d'une grande puissance. Problème qui se pose encore aujourd'hui dans beaucoup de parties du monde. Et là, nous avons été enthousiasmés par ça. Et lorsque les Vietnamiens ont envahi le Cambodge, parce que c'est tout de même ça qu'il s'agit, cette invasion m'a paru détestable. Voilà. Et évidemment, vous voyez, c'était dans une conjoncture très complexe parce que l'article, si vous le relisez, je l'ai présent à l'esprit, c'est un article contre l'invasion vietnamienne. C'est pas un article qui dit le Kampuchea, c'est la campagne anti-cambodgienne. Voilà, c'était sur la campagne militaire. Hein. Il faut pas oublier que le Cambodge a été envahi par les Vietnamiens en 79. Et je crois que là, nous devons méditer au terme du XXe siècle sur les ravages faits dans les rangs de la pensée progressiste et communiste, reprenons ce vieux mot, par l'enthousiasme victorieux, prématuré et sans limite. Parce que les millions et millions de gens qui sont restés enthousiastes de la révolution bolchevique, même sous Staline, posent une question encore bien plus vaste que mon errance cambodgienne. Et cette question beaucoup plus vaste, c'est celle du fait que, en réalité, les peuples sont rarement victorieux. Et que tout le monde le sait. Et qu'une victoire, fût-elle douteuse, fût-elle partagée, fût-elle obscure, a une puissance de ralliement extraordinaire. Mais nous savons maintenant qu'il faut s'en méfier. Et je dirais même que, au fond, une des grandes tâches de la politique contemporaine, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'une victoire. Qu'est-ce que c'est qu'une réelle victoire? Une réelle victoire de la politique au sens retrouvé de ce mot fondamental, et pas naturellement au sens de la victoire d'un tel contre un tel à raison de l'addition des isoloirs. Merci beaucoup Alain Badiou pour la sincérité de votre réponse. Merci pour ce moment partagé avec nous. La République de Platon est publiée chez Fayard. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Claude, Marie, Christophe, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur France 2.